Radio en mai. L'origine de cette histoire, il y a une question, c'est simplement une question qui était une question de ma vie personnelle. Tiens, mais comment font les autres? Ils perdent quelqu'un. Est-ce qu'ils se posent les mêmes genres de questions? Qu'est-ce qu'ils se racontent comme histoire? Est-ce qu'ils se sentent obligés, comme je me sentais par exemple obligée moi-même? Ce que j'appelle être obligée, c'est-à-dire est-ce qu'ils se sentaient tenus de devoir faire certaines choses alors pour quelqu'un qui n'est plus là? La radio du festival. And we are all connected. Quatrième émission aujourd'hui, Radio en mai. On est salle Jacques Fournier. Dans 1h30 commencera une fois de plus cette rencontre à laquelle on est habitué désormais. La rencontre des auteurs et des autrices qui sont associés au théâtre pour nous présenter une forme innovante, lyrique, peut-être pleine de surprises à la rencontre des lieux cette année et des habitants. De cette histoire, nous parlerons en début d'émission, mais le programme est complet, très complet, peu d'éléments enregistrés dans cette émission, mais beaucoup d'invités qui nous rejoignent. C'est vrai que demain c'est la fin du festival, donc tout le monde est en train de jouer et bientôt ils vont tous venir ici pour nous présenter les spectacles qu'ils ont présentés ou qu'ils sont en train de présenter. Antoine, tu nous dis le programme ? Aujourd'hui, on va recevoir Liora Jacotet et son équipe. On va avoir Gilda. Il y aura Guillaume Caillet, le metteur en scène de Nos Empereurs, avec Antoine Brio qui sera là. Il y aura Claire Barabès, Kevin Keiss et Karima Elkaraz qui sont avec nous. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et c'est parti pour cette dernière émission de Radio en mai. Aude, je vous laisse le micro. Voilà, c'est ainsi que le compagnonnage s'établit au fur et à mesure des émissions. Avec Antoine, nous sommes donc de plus en plus proches. Chères autrices, ravie de vous retrouver. Claire Barabès. Oui, en effet, ravie. Pareil. Karima Elkaraz, c'est la première fois que je vous rencontre. Vous êtes depuis peu ici artiste, autrice associée au TDB, donc c'est vous qu'on entendra peut-être plus, car Kevin Keiss, à chaque fois qui est à vos côtés, on le connaît bien, il présente toujours très bien le travail. Il est auteur vraiment associé à la direction du théâtre ici avec Maëlle Poésie, on le sait, ce théâtre s'intéresse aux écritures contemporaines, aux écritures d'aujourd'hui, vous en faites partie. Vous avez inventé un format, Kevin, dont vous pouvez nous parler, c'est la 4e ou 5e déclinaison peut-être de ce format consacré au fait de mettre les auteurs et les autrices au centre du plateau ici à Dijon. Absolument, et je suis ravi de partager ce soir le plateau avec mes camarades, avec Claire Barabès et Karima Elkaraz qui sont nouvellement associés au nouveau mandat du TDB. Et pour cette saison, on avait envie d'aller à la rencontre des gens qui vivent à Dijon et plus particulièrement d'associations et de la façon dont certaines de ces associations permettent des failles dans le temps, dans le spatio-temporel, en regardant le très minuscule ou en regardant autrement le temps passé et la vie croître. Claire est allée à la rencontre de l'association des entomologistes de Dijon, la Société des entomologistes de Dijon. Karima a travaillé, tu pourras le dire mieux que moi, sur la question des jardins ouvriers. Et moi, j'ai infiltré le club Bollywood de Dijon. Bollywood. Donc, c'est... La communauté indienne, ou pas forcément, mais en tout cas inspirée de cet art populaire, enfin de ce Bollywood et pas Hollywood. Oui, mais qui s'inspire évidemment de plein de formes de danse et puis de danse traditionnelle, là notamment du Rajasthan. Et c'est voilà, ce voyage à travers différents portraits et des rencontres qui nous ont marqués, qu'on propose de découvrir ce soir. On rappelle juste en 2 mots avant de s'arrêter sur les lieux spécifiques que vous avez choisis.
le principe de la soirée, comme c'est le cas depuis quelques années. Vous rencontrez des gens, ils vous racontent des histoires. Alors, il y a eu les musées imaginaires, il y a eu des lettres à des personnes qui ont souhaité écrire une lettre, qu'elle soit vivante ou Il y a décédée. eu le karaoké des autoristes, Il où y a les eu- gens nous racontaient une chanson qui avait changé leur vie. Et ensuite, ils lisaient, ils chantaient cette chose avec nous. Et voilà. Et là, sur la base de on s'infiltre leur... autrement. Voilà, c'est ça. Alors, Karima, vous avez donc découvert Dijon. Oui, alors j'ai découvert Dijon à travers l'association Le Chouette Potager, donc une association de jardins familiaux. Donc il y en a à peu près, il y a à peu près 14 sites, si ma mémoire est bonne, partout dans Dijon. Et donc moi j'ai visité 2 jardins et j'ai rencontré des jardiniers et des jardinières. J'avais envie de faire ça parce que à la fois ce lieu est Kevin a parlé des jardins ouvriers, donc moi mon père avait un jardin ouvrier, donc c'est des lieux qui me sont assez familiers. C'était dans quelle région, vous? C'était à Évreux en Normandie. Je suis normande et j'avais envie, comme je débarque à Dijon, j'avais envie d'aller à la rencontre d'une association et d'un espace qui me serait déjà un petit peu familier, quoi. Oui, vous avez vous-même jardiné dans le jardin de votre père? J'ai moi-même jardiné, ouais. J'ai Chassé des surtout chassé des bestioles, coupé beaucoup de menthes à distribuer partout dans le quartier. J'ai récolté des courgettes, des petits pois que j'ai après mis dans un grand congélateur dans le HLM familial. Donc oui, j'ai fait tout ça, ouais. Donc, vous êtes habitué du geste. Qu'en est-il de la parole? Vous êtes en espace d'observation, vous posez des questions, vous dites j'écris, j'ai envie de vous entendre, après j'écrirai une histoire. Comment vous présentez? Je suis arrivée en disant que je voulais écrire un texte. Les gens, évidemment, avaient beaucoup de questions sur est-ce que c'est une pièce de théâtre, qu'est-ce que ça va être, etc. Donc j'ai quand même expliqué que l'idée, c'était vraiment d'être des auteurices sur scène qui allons rendre compte des rencontres avec elle et eux. Donc il se trouve que normalement, il doit y en avoir à peu près 7 qui doivent venir ce soir pour écouter. Donc en fait, c'est un geste d'écriture qui est particulier, puisque donc l'idée, c'est de les rencontrer et qu'après, ils viennent quand même écouter ce qu'on raconte de la rencontre avec elle et eux. Donc je trouve que ça teinte quand même un peu l'écriture, la manière d'écrire et la forme de responsabilité qu'on a aussi, de se dire, en fait, j'ai rencontré ces gens, ils m'ont confié un peu de leur histoire, et donc... Et donc, il va quand même falloir que je sois à la hauteur de ça, quoi. Mais peut-être que Kevin, qui a l'expérience, a pu vous donner quelques conseils et que finalement, les gens sont je très pense que heureux. Karima, elle en a beaucoup par ailleurs aussi. Et que, en tout cas, ce qui était assez passionnant, c'est la façon dont on rentre dans des choses qui semblent complètement minuscules, des fois invisibles. C'est pour ça qu'on a appelé cette soirée nos lieux éphémères. C'est-à-dire qu'en fait, des gens se retrouvent et en fait, se retrouvant, créent des lieux qui n'existent pas. Ou qui n'existent pas de façon visible. Moi, par exemple, pour la question de... Alors, c'est dans différents lieux, mais Alors, notamment Bollywood à Dijon. Ben ouais, en fait, d'abord, je ne pensais pas que ça existait. Que ça existait avec tant d'intensité, tant de vitalité. Tant de Et ferveur. que ça rassemblait aussi tant de générations. Et que ça permettait aussi de faire se rencontrer des femmes qui viennent du Tamil Nadu ou du Rajasthan, ou Sylvie, qui sera là ce soir... qui est retraité de Chenauve, et en fait ce petit monde se rassemble et transforme le temps d'une soirée de Bollywood, la salle municipale de Chenauve. Et qu'est-ce qu'ils font ensemble? Ils Ils dansent. Ah oui. C'est ça le Et Bollywood. vous avez eu besoin vous-même d'apprendre de danser avec eux pour être intégré, parce que c'est ce qui peut se passer parfois. Alors, dans certaines on situations. a failli me le demander, mais j'ai dit que c'était ma petite limite. Oui. Et que je n'ai pas participé aux danses, j'ai observé, j'ai discuté. Et en tout cas, il y a quelque chose, on s'en parlait aussi en répétant comme de vie minuscule. En fait, comment on rentre dans des épopées dès qu'on regarde très précisément quelque chose. Et ça raconte aussi des histoires vous le verrez ce soir, mais de migration, de réinvention de migration, qu'on parle des insectes ou des individus. C'est dérouler un fil aussi, c'est les surprendre dans une situation où eux-mêmes ne sont pas forcément vus par d'autres personnes de l'extérieur. C'est bien pour ça qu'ils vont dans cette communauté spécifique. Et vous, de ce point-là, vous essayez de dénouer le fil, tirer plutôt le fil d'une vie qui est plus large aussi. Vous dites aller vers le détail, mais c'est peut-être aussi partir dans un sens inverse. C'est sûr. Et puis c'est ce que ça déplace, ce que disait Karima, et dans l'écriture, pour nous, et puis pour les gens, de se dire, ah oui, en fait, avec quoi on peut faire théâtre.
et aussi avec nos vies, des vies avec lesquelles peut-être on pense qu'on ne peut pas faire matière à pièce ou à grand récit, alors qu'en fait, pour nous, ça a été absolument passionnant. Alors Claire Barabès, c'est à vous désormais de nous dire votre terrain d'observation plus que d'investigation ici à Dijon. Vous avez rencontré, vous Oui, la société entomologiste de Dijon. D'accord. En rencontrant sa présidente, Monique Pro, qui m'a reçue avec un sarcophage de verre sous le bras et des millions de bestioles piquées là-dedans. Et en fait, c'était hyper émouvant. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et en fait, il faut ralentir pour voir des choses minuscules. Et c'était... Ouais, je suis sortie bouleversée, en fait. J'allais voir des insectes morts et en fait, non, je me suis pris une tarte. Voilà. Donc, c'était vraiment... Et j'ai l'impression que c'est aussi votre capacité personnelle à vous émouvoir souvent, régulièrement et intensément. Parce que quand on vous entend, quand on voit vos pièces, cette émotion, elle est toujours présente. Alors, mais dites-moi comment faire autrement, je n'y arrive pas. Ah non, mais moi je trouve ça très bien, restez comme vous êtes. J'ai l'impression d'avoir du papier à cigarette sur moi, j'ai pas de peau, donc c'est compliqué en fait. Mais évidemment... D'où le lien avec les insectes. Bah oui, voilà. Non, mais en fait, en vrai, c'est magnifique, quelqu'un qui prend du temps pour déjà se consacrer à quelque chose qu'on connaît très très mal, les insectes, on écrase tout. Et elle, avec ses collègues, donc ils sont bénévoles, quoi. Ils passent un temps considérable à compter, à aller dans des espaces naturels et puis voir les espèces qui sont là, si elles sont en grand nombre, si elles ont disparu, s'il y a eu l'hiver trop froid, si elles réapparaissent 15 ans après, ou si c'est des espèces qui viennent d'arriver, qui ont migré, qu'est-ce qui leur arrive en fait. Et c'est symptomatique d'un écosystème. Et il y a un soin infini, il y a un temps infini qui est donné à cette observation. Et en fait, c'est très simple, c'est très modeste et c'est bouleversant de se dire qu'il y a des gens qui consacrent leur temps à observer des choses que nous, on écrase ou qu'on pulvérise en fait. Et du coup, je sais pas, dans la période qu'on vit, c'est assez intéressant d'avoir un peu, de se dire ouais, en fait, c'est possible de ralentir et de passer une plombe à regarder une tige avec une bête qui tourne autour, parce que oui, tu disais qu'elle se méfie de l'ombre. Oui, des voilà. Gens, parce qu'il y a des stratégies d'approche pour les bestioles. Carrément, en fait, elle m'expliquait. Déjà, je me suis rendu compte que je connaissais rien du tout aux insectes et que voilà, je regarde je pense que c'était une mouche dans sa boîte et je lui dis oh là là, elle est trop belle, elle est toute bleue. Elle me dit ah non, celle-là elle est verte. Je fais ah pardon. Et je dis mais elle est très poilue. Elle me dit elle a pas de poils, elle a des soies. Je dis oh pardon. Et en fait j'apprenais et puis voilà, c'est pareil, je sais pas comment vous dire, j'ai plongé dans un truc inconnu et j'ai trouvé ça merveilleux et je me suis dit qu'on était bien peu de choses et qu'on ne savait pas grand-chose en fait. Vous avez choisi des lieux qui sont aussi peut-être porteurs de thématiques plus larges. Les insectes, la nature, la fragilité du vivant. Vous aussi, Karima, cultiver son jardin. Quelqu'un d'autre l'avait dit avant moi. Mais c'est aussi quelque chose qu'il faut veiller à ce qu'on mange, comment on se nourrit. Et vous, de la même manière, en réalité, Bollywood, c'est l'espace de la culture, c'est l'espace du partage. Ces trois lieux, vous les avez choisis aussi précisément pour ouvrir à des thématiques qui sont celles qui font souffrir et grandir nos sociétés. C'est vrai qu'un des cœurs du projet ici, c'est la réinvention des frontières, et qu'une chose qui nous obsède en général comme fil rouge, c'est la façon dont on les traverse, des fois même sans rendre compte, comment on les fait converger, comment en fait on fait carrefour ici en permettant aussi à des habitants, à des habitantes, à nos écritures en fait de rencontrer des lieux dans lesquels spontanément peut-être on n'irait pas. Alors moi après j'ai grandi entre La Chapelle et Barbès, où effectivement La Chapelle, ça me semblait à Paris, le quartier de Paris. En fait voilà, où une de mes meilleures amies dans ma classe était une resta de Bollywood, du Bollywood de sa famille, parce qu'elle avait repris tout Dalida en hindi. Ouais. Et ça m'a tellement marqué que je me suis dit qu'en fait il m'était vraiment resté quelque chose de cette capacité à chanter avec des voix et des tessitures qui n'existent pas ici. Ouais. Et ce que j'ai adoré en regardant ces femmes, d'où qu'elles viennent danser ici,
D'abord, c'est la joie, parce que c'était vraiment ce qu'elle se répétait en permanence. Et puis quelque chose d'hyper théâtral, c'est l'entrée en scène, puisque c'est bollywoodien. Donc en fait, c'est hyper dramatique, il y a toujours des situations. Donc on rentre jamais pour rien, on rentre jamais gratos, on rentre pour renverser le public. Et vous étiez le seul homme dans cette assistance? Évidemment, Aude. Pour y avoir... Non, en fait, il y a des cours pour hommes aussi, mais ils sont que 3, alors que les femmes, elles sont très nombreuses. Ah d'accord. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre jardinage collectif, Karima? Ouais, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est un peu ce que j'ai nommé les communautés inattendues, c'est-à-dire que dans le jardin où je suis allée, exactement comme dans l'expérience que j'ai eue moi-même, il y a 17 nationalités. Donc en fait, les gens créent des communautés et arrivent à inventer des manières d'être ensemble. Et la chose qui les réunit, c'est vraiment cet endroit du jardinage, quoi. Et tout à coup, on entre dans le jardin et on laisse complètement son identité sociale à l'extérieur, quoi. On peut être banquier, on peut être ouvrier, on peut être sans emploi ou quoi, et arriver dans cet espace et partager un espace commun. Et ça, je trouve ça quand même assez fascinant dans le contexte politique actuel. Je trouve ça génial que ça continue à exister, d'autant plus que c'est des jardins qui sont mis à disposition par la mairie. Et c'est plus jardiner pour continuer à avoir un contact à la terre que pour se nourrir? Ah non, c'est du vivrier, comme l'a bien expliqué la présidente de l'association. C'est du vivrier, c'est du potager en fait. Donc vraiment, les gens se nourrissent exactement comme à l'époque de mon père. En plus, c'est obligé de cultiver. C'est-à-dire qu'il y a c'est vraiment 2 tiers. donné C'est écrit pour dans que le les gens règlement mangent. intérieur. Si tu cultives Ouais. pas, tu dégages. Salut. Les 2 tiers de la parcelle doivent être dédiés au potager. C'est ça le principe. Faut pas faire du yoga, Aude. Ni dans ce Bollywood. Il faut pas tout mélanger. On vous remercie beaucoup. Vous allez Merci à devoir vous. vous préparer. Peut-être même, Kevin, vous habiller. Je sais pas du tout comment faut que je le prenne. Non, mais en C'est- danseur C'est de de plus en plus sexiste, ces bollywoodien. émissions. Mais pas du tout. Vous êtes totalement mépris. On vous remercie infiniment. On a une grande curiosité. Merci. Merci beaucoup. C'est nos lieux éphémères dans un peu moins d'une heure, dans un peu plus d'une heure plutôt, ici à Fornier. Impossible de proposer un système tout fait. La France n'a pas à dicter je ne sais quelle loi à l'ensemble de peuples qui ont leur propre conscience, leur propre histoire. Cet après-midi au Parvis Saint-Jean se jouait Nos Empereurs, un spectacle qui est tout frais, qui vient d'être créé. On a la chance là d'avoir été rejoint par le metteur en scène, Guillaume Caillet, qui est aussi l'auteur du texte. C'est une fresque impressionnante, sérieuse, politique, historique, théâtrale. Les petites mesures là qu'on a rapidement entendues le temps d'un passage de micro sont celles d'Antoine Briot, qui est également avec nous. Bonjour. Compositeur de ce spectacle, comme de tous les spectacles de Guillaume Caillet d'ailleurs, et depuis 10 ans. Et depuis 10 ans, voilà. Ouais. Alors, Nos Empereurs, virgule, vie et mort d'Armand Lamarque. Déjà, on dirait un manuel scolaire du 19e siècle, le titre. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. C'est prévu, ça va être relié, il y a du cuir, des chapitres Tout à fait. et de l'iconographie. Et on plonge dedans. Voilà. Tout à fait. Vous êtes fous, quoi. C'était le pari, en fait. C'était l'idée de vraiment vous parler de livres. Voilà, l'idée, c'était de partir dans un récit, dans une épopée, dans une fresque qui raconterait voilà, l'histoire d'un homme qui a traversé toute la question coloniale, même toute la France-Afrique. Voilà, l'idée, c'était de partir comme ça sur 150 ans et d'écrire l'histoire de cet homme. C'est 1820 jusqu'à 1960 à peu près. C'est 1901 jusqu'à 2026. Ah. Donc on commence en fait décalage. on commence après le congrès de Berlin, quoi, après le morcellement des Afriques, et on commence vraiment quand la question coloniale, la sorte, je prends des guillemets, d'utopie coloniale se met en place. D'accord. C'est une histoire. J'ai pas vu le spectacle, mais j'ai pu assister à des répétitions. J'ai pu voir la complexité du travail théâtral que vous menez. C'est un travail. Déjà, il y a beaucoup de comédiens au plateau. 8.
8 comédiens, ce qui fait de plus en plus rare actuellement. Une scénographie qui est mouvante, intelligente, par le haut, par l'intérieur et par les côtés. Donc c'est un peu, on enlève, on pèle. Tout à fait. Il y avait un double mouvement dans la scénographie. C'était à la fois de raconter ce qu'était la question coloniale, c'est-à-dire une prise de terre et de corps. Donc on a travaillé sur la matière terre, mais aussi de se dire que, en fait, on fait un travail d'archiviste en quelque sorte, nous, même si c'est une fiction, c'est une archive fictionnelle, quoi. Donc on va fouiller dans l'histoire. Donc on détrape. Donc c'est une scénographie qui se dépouille pour arriver en dessous, quoi, de tout ce qu'on a caché aussi, de tout ce que la France a caché et cache encore. Si la scénographie, elle enlève pour mieux percer le cœur de la terre meurtrie, abîmée, salopée, on pourrait dire, par les colons, à l'inverse, eux-mêmes, ils sont vus sous tous les angles et toutes les facettes. Quand on ne les voit pas au plateau devant, on les voit derrière grâce à des systèmes de caméra. Eux, vous n'allez pas les perdre. Et ils vont devoir être présents comme si c'était filmé pour mieux, entre guillemets, non pas être condamné, mais avoir la possibilité d'avoir sa photo policière. Tout à fait. On a vraiment travaillé avec ça. C'est-à-dire de se dire que c'est un récit que l'on porte, mais aussi on montre au fur et à mesure la fabrique de ce récit-là. Et le théâtre, et la musique, et les masques, et les costumes, et la scénographie, les artifices théâtraux nous aident et nous accompagnent à amener le public dans l'immersion de cette histoire. Musique, on en parle, on écoute. Vous allez nous en parler un peu, Antoine Briot. Rythmique habituelle, signature d'Antoine. Mais ça... apparaissait la nécessité de placer sur des bases nouvelles les conditions de la mise en valeur de nos territoires africains, celles du progrès des hommes qui y vivent et celles aussi de l'exercice de la souveraineté française. Alors c'est un son qui fait archive. Ouais, complètement. Ouais. C'est une archive de Gaulle. Et en fait, l'idée, donc la musique du spectacle, il y a un peu plusieurs axes, mais grosso modo, elle se structure un peu comme une espèce de corruption de l'utopie de cet Armand Lamarque et comment en fait s'envahit progressivement par des cauchemars, par des sons très agressifs qui vont venir faire un peu péter cette énergie comme ça qui est contenue et détruite. Et en fait, l'idée, c'était qu'il y a plusieurs moments dans le spectacle où il y a des monologues qui portent une parole puissante. Et ce qu'on vient d'écouter, c'est Dadi qui va interpréter dessus du coup un monologue qui parle de la montée des indépendances, de l'envie justement des peuples de se soulever. Et du coup, il y avait un peu une citation, on reconnaît un peu des prods type prod de rap, typiquement inspirés de gens comme Medine, et dans l'idée en fait de produire une matière qui puisse porter, rendre puissant les actrices qui la portent, tout en construisant dans le spectacle cette espèce de convergence vers cette espèce de touti qu'il y a sur la partie 3 où on est dans une espèce de musicalité sursaturée qui nous fait jusque craquer sur la fin, quoi. Oui, on entend bien que De Gaulle aussi est traité un peu de la même manière. C'est comme si lui aussi racontait son rap. Ouais. Mais en fait, même, c'est un truc très utilisé en rap que de de prendre un art samplé. Exactement, ouais, des paroles politiques qui ont pu poser, soit qui ont pu être très polémiques, soit au contraire de se construire sa propre réponse en fait. Alors c'est vrai que souvent dans les morceaux de rap, on entend plutôt des voix de grands leaders américains. Ouais. Hein, c'est quand même là, voilà, on a le nôtre, on a notre grand leader français. On a Mitterrand, on a Macron, tout le monde s'invite à la table. Oui, c'est ça. Ce qui est bien, c'est qu'ils partagent tous la même assiette. Il a quand même une voix incroyable, De Gaulle. Hein. Ouais, c'est clair. C'est bien de le sampler. Ouais. Et là-dessus arrive justement comme un rap d'une écriture aussi dynamique, et c'est vrai qu'il remet le rap dans sa forme à l'honneur comme porteur de messages politiques, parce que face à la Marseillaise, face aux hymnes nationaux, le rap devient un hymne porteur de
que vous utilisez beaucoup dans le spectacle, cette manière de dire le texte aussi, de le scander, de le rapper, de le susurrer. Est-ce que dans la forme même de l'énonciation, vous avez travaillé musicalement ? Moi, je travaille énormément en musique. C'est pas pour rien qu'on travaille depuis 10 ans avec Antoine. C'est que tous les spectacles sont travaillés par une forme qui est presque de manière première musicale. Moi, j'écris beaucoup avec du rap et de la musique urbaine. Donc, pour moi, c'est premier même le geste littéraire. C'est un geste de son, de scansion. Et je travaille beaucoup sur ça avec les acteurs, sur le rythme, sur le point, sur les virgules. Et là, notamment dans le texte, il y a 4 moments qui sont des moments musicaux ou des moments où il y a du silence, mais en tout cas où le texte est travaillé comme une prosodie musicale. Et ça, moi, je trouve que c'est hyper important de le défendre, quoi. Et c'est quelque chose que je défends énormément dans mon travail, d'essayer que la musique accompagne le geste d'écriture et que les deux se contaminent et se confondent presque à la fin, quoi. Et après, c'est quand même pas vraiment du rap ni du slam. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plutôt... on crée une situation d'écoute qui va porter un texte qui, lui, est dit dans une déclamation qui est quand même plus théâtrale, en tout cas, qui cherche pas à avoir une métrique spécifique. Et du coup, en fait, ça réinvite la puissance de ces musiques-là, tout en fait s'hybridant avec le théâtre qui, lui, se glisse là-dedans. Et est-ce que, dans le cadre de cette fresque historique, mais un peu réelle et imaginaire en même temps, parce qu'il a pas existé, Armand Lamarque. Non. Mais il y en a eu plein comme lui. Il y en a eu plein. Qui avaient d'autres prénoms. Tout à fait. Et d'autres noms de famille. Tout à fait. D'accord. Et est-ce que dans les musiques, vous êtes inspiré aussi du lieu où ces gens-là travaillaient ? En l'occurrence, votre pièce se situe au Bénin. Est-ce que ça irrigue aussi, ou est-ce que justement il était tellement dans sa mentalité de colon et d'occidental que tout ce qui pouvait le déplacer culturellement n'existe pas ? On est plutôt parti sur cette... en fait, il y a plusieurs choses. La première, c'est que ça semblait compliqué d'écrire une pièce sur ce sujet-là en adoptant une forme d'exotisme qui consisterait à se faire une idée du Bénin, que d'ailleurs je ne connais pas du tout. Et du coup, plutôt que d'être dans un espèce de travail comme ça, on s'est plutôt dit qu'est-ce que ce serait des gens d'aujourd'hui qui racontent cette histoire avec les musiques d'aujourd'hui, avec les intentions d'aujourd'hui. Et à la fois, en fait, dans ces musiques-là, que ce soit les musiques comme le rap, comme la techno, en fait, ne sont que des descendants de musiques qui ne sont pas des musiques blanches, hein, soyons d'accord. Du coup, il y a à la fois s'écrit... en fait, ça cite un peu cette histoire-là, tout en n'ayant pas un parti pris illustratif. Et finalement, en fait, c'est lui, en fait, la seule d'ailleurs musique qui n'est pas une musique que j'ai composée, c'est quand lui se fait sa propre musique, qu'il appelle la fête, et puis alors lui, c'est son jazz des années 30. Donc, il y a des fantômes aussi, il y a pas mal de fantômes dans ce que j'ai pu voir. Il est hanté, c'est un peu, on sent, il y a ces grands personnages là comme ça dans le théâtre où ils sont hantés par une conscience qui revient leur dire que la vie aurait pu être autre. Il est hanté, il y a du Shakespeare, il y a du Hamlet, il y a peut-être du Racine. J'ai entendu des histoires de serpents et moi dans ma tête je me disais qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes. Vous faites des clins d'œil comme ça dans votre écriture, me semble-t-il, en tout cas Guillaume Caillet, à la grande histoire commune que nous avons du théâtre. C'était l'enjeu de la pièce en fait, c'est-à-dire de ne pas faire à la fois une pièce à thèse et une pièce didactique. Et peut-être moi pour la première fois j'avais envie de faire vraiment du théâtre. Enfin, c'est-à-dire de parler au théâtre et de parler du théâtre et de aussi raconter par ce spectacle-là une histoire des formes. Donc le spectacle aussi traverse plusieurs formes esthétiques jusqu'à aller au contemporain dans une forme beaucoup plus disruptive. Et c'est là aussi où le travail avec Antoine m'aide et m'accompagne là-dessus pour créer du décalage et de la friction. Mais et l'idée d'inviter le théâtre, quoi, de se dire on fait une épopée, on traverse une fable qui est un peu shakespearienne, et puis l'histoire de la colonisation, c'est une histoire qui nous hante, qui doit nous hanter et qu'on doit maintenant travailler. Et ça me semblait important de faire naître des fantômes, de faire revenir des spectres, de travailler sur cette figure-là et de se dire que peut-être aujourd'hui, nous, on devait nous décoloniser en tant que blancs et travailler sur la décolonisation blanche, parce que c'est aussi et surtout un problème blanc. Et de se dire que ce problème-là, en fait, il faut le travailler et il faut regarder ce corps blanc hanté et parler de ça.
Et le spectacle, il va essayer de chercher ça, quoi. C'est-à-dire de se dire qu'est-ce que le pouvoir et qu'est-ce que le pouvoir a fabriqué, quoi. Merci beaucoup. Nos empereurs, un spectacle qui est tout frais, qui est phénoménal, qui est ambitieux. Nos empereurs, vie et mort d'Armand Lamarque. Merci beaucoup, Aude. Merci à vous. Merci, Avec Antoine. plaisir. On vous retrouvera bientôt, très vite, ailleurs, je suis sûre, sur toutes les scènes de théâtre français. On a rencontré il y a quelques jours un auteur, un comédien, Douglas Growells. On lui a demandé de nous raconter comment ça se passait avec sa collègue sur scène, puis la metteuse en scène, si c'était bien. Du coup, moi, j'ai pas vraiment fait d'école. Enfin, j'ai fait 4 mois au Conservatoire national en élève étranger, mais bon, c'est rien. Mais sinon, j'ai tout appris sur un plateau avec Juliette Navis, quoi. Et donc, je lui fais une confiance vraiment absolue. Souvent, je me dis, bon, de toute façon, Juliette a toujours raison. Donc, moi, ce que je pense, j'ai des résistances, etc. Mais de toute façon, bon, elle a raison. Donc, je vais faire ce qu'elle me dit. Et ça m'a très bien réussi jusque-là, quoi. Et bon, c'est un vrai bonheur parce que moi, j'ai plutôt un bagage, j'ai plutôt appris à chercher qu'à interpréter des trucs sur un plateau. Et donc, elle nous demande énormément de plonger dans des sujets, dans de la documentation, etc. Et ensuite de les mettre au plateau. Donc, au-delà du fait que c'est fondateur, c'est ce qu'il y a de plus intéressant pour moi en termes de jeu, quoi. Et puis sinon, Laure Mathis, alors Laure, moi je l'ai vue énormément dans beaucoup de spectacles, c'est une très très grande actrice. Et jamais déjà je m'étais dit que j'allais être acteur, mais alors encore moins que j'allais jouer avec Laure. Et donc un jour, 10 ans plus tard, on me dit bon, tu vas jouer avec Laure et tout. Moi je dis putain, j'ai toujours pas fait d'école. Bon, j'ai vite fait un solo avec Juliette qui m'a appris à faire des trucs, mais bon, je sais pas vraiment jouer à deux, quoi. Et ça, je le dis franchement, je l'ai jamais osé le dire à Laure et à Juliette. En première répète, je me disais, mais moi de toute façon, bon, ça a quand même été un succès, j'y sais et tout, donc je me disais ça va, je connais le plateau seul, mais le plateau à deux, vraiment, c'est pas gagné, quoi. Et je me dis, je pense qu'ils se sont trompés, quoi. Moi, je vais pas arriver à jouer à deux, je suis bon seul, et je me dis, bon, peut-être que le spectacle, finalement, ça va être un monologue, puis un deuxième, enfin bon, voilà. Et à nouveau, je dois dire que grâce à Juliette, j'ai appris à jouer à deux au théâtre, qui est quand même un peu la base. Mais donc, elle m'a appris à jouer seul et ensuite à deux, donc voilà. Vous le connaissez, le comédien? Oui. C'est ce que vous me disiez? Oui. On vous entend chanter, puis après vous nous parlerez de ce comédien que vous connaissez très bien. Allez. Gilda. D'où viennent ces flashs qui me projettent dans le pire alors que tout va bien? D'où viennent ces pensées qui me font trébucher alors qu'il n'y a rien? Celle qui me dit d'avance que c'est raté, qui me dit que ça vaut même pas le coup d'essayer. Celle qui dit que je ne fais que des erreurs, que je prends les choses trop à cœur, que je me condamne au sabotage, parce que c'est le poids de mon héritage. D'où viennent ces pensées diluviennes? Toutes ces pensées qui me viennent. D'où viennent ces pensées qui me viennent? Toutes ces pensées diluviennes. D'où viennent ces schémas que je reproduis sans réfléchir? Toutes ces pensées qui me traversent et qui sont pas à moi. Je vous appelle Gilda, hein. C'est plus simple, parce qu'on s'y perd. Oui. Alors, vous connaissiez Douglas Growells qu'on a entendu juste avant? Oui. Quand il parlait des 4 mois qu'il a fait au conservatoire, en fait, on était ensemble. Ah oui? Ouais. Et on a joué Phèdre, il faisait ma nourrice. Moi, je jouais Phèdre. D'accord. C'était exceptionnel. C'est un partenaire agréable? Ouais, c'est un partenaire très précieux. Et il plonge. Tu vas où tu veux avec lui. C'est très fort. Parce que c'est ça, vous avez fait du théâtre, Gilda, et puis là, actuellement, vous êtes le phénomène musical. Il y a quelques jours, vous étiez à la Cigale. Oui. Bientôt, en mars 27, l'Olympia. En mai. Le 13 mai. 13 mai, voilà. Vous en souviendrez tous. Mais vous avez commencé par faire du théâtre, et puis aujourd'hui, c'est... J'ai commencé par le violon. Ah, oui. Ouais. On fait toute votre vie depuis les premiers moments? Allez, vas-y. D'accord. Et avant le violon? Danse. Ah oui. Ouais. Oui. Mais tu vois, un peu la même année, quoi. Oui, 3-4. Ouais, voilà.
Ouais. Danse, violon, 10 ans, classique, bam, ennui, jazz, R&B, pas possible, théâtre, liberté, ennui, reprend le violon, composition pour les autres, composition musicale, physique, et en fait, à un moment donné, on me met devant la scène. Et là, je chante. Ah, c'est pas vous qui y allez? Pas du tout. J'avais pas du tout prévu ça. Et là, le public en redemande. Le public, oui, le public est bouleversé et je me dis que je me suis trompée, quoi. Que je n'avais pas vu venir ça. Je pensais que je ferais de la musique pour les autres, que je mettrais en scène, que je serais actrice, et voilà, mais je m'étais pas dit, je chanterais devant les gens, moi. Et en même temps, 2 éléments se croisent, et même 3, parce que sur scène, quand on vous voit, vous êtes aussi comédienne, musicienne, danseuse. Oui, ouais. J'ai l'ennui, hein. J'ai tout pris dans mon sac et j'ai tout ramené sur scène. Ah, parce que vous ennuyez souvent et beaucoup et régulièrement? Je m'ennuie jamais parce que je trouve toujours quelque chose à faire ou à observer, mais du coup, ça va vite dans ma tête, quoi. Je suis gourmande. Oui. Et vous êtes multiple? Oui. Alors ça, c'est incroyable, parce que ce spectacle qui dure 1h30, en Gilda, avec plusieurs A ou plusieurs S, vous dites un clown, mais c'est une forme de créature... comment dire? Vous arrivez enfant... Non, vous arrivez avec 3 bigoudis sur la tête, le visage fardé, Ouais. on dirait une sorte de vieille geisha ou grand-mère. Vous êtes soutenu même par vos musiciens, Ouais. au bord de l'effondrement. Oui. Et puis, en un instant, vous devenez un petit enfant. Oui. Et puis ça continue comme ça, de métamorphose en métamorphose. Oui. Et plus ça avance, et plus vous vous dévêtez. Oui. Et on enlève ça, on enlève ci. Vous nous faites des clins d'œil. Vous voulez qu'on vienne, qu'on chante aussi. Oui. Et vous chantez dans toutes les langues aussi. Oh, Ça. toutes les langues. Je chante en portugais du Brésil et un peu en anglais. Et en français. Oui. Ah bah, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Et vous chantez aussi dans toutes les langues parce que la voix n'est pas la même en fonction des langues. Oui, ça c'est une réalité, mais c'est pas la raison pour laquelle j'ai choisi de les interpréter. Ma mère est brésilienne, mon père est français, et le portugais, enfin le brésilien, me lie au cœur, à l'intime. Et puis j'ai toujours l'impression qu'on va pas comprendre ce que je dis, ce qui est absurde parce qu'on peut très bien traduire maintenant en plus. Mais donc ça me permet de dire des choses plus intimes. Et le français, ça me permet d'être plus joueuse. Et en même temps, j'ai envie de mélanger les deux, comme dans la dernière chanson où c'est quelqu'un qui demande pardon pour... J'imagine que c'est quelqu'un qui est mort et qui revient et qui demande pardon pour ce qu'il a raté. Et comme c'est la somme de plein de gens de ma famille, ce répertoire, ce spectacle, cet album, et c'est pour ça que je mélange les deux langues. Et l'anglais, c'est juste que c'est venu comme ça, pour cette chanson. Ça fait jazzy, quoi. Groove. Ouais, s'il faut que je te raconte tout, c'est... Non, je te dis pas tout, bon, moi j'y vais. Non. Allez, salut. Par contre, il y a quelque chose que j'aimerais savoir, parce que j'ai été très surprise. Il y a une chanson... Alors, vous commencez, c'est normal, hein, vous êtes vieille, puis vous êtes jeune, et puis ensuite vous commencez une chanson en parlant de votre corps. Alors, il y a les poumons qui se regardent, enfin bref, Ouais. on part de l'intérieur, vous y allez. Et vous chantez comme les enfants chantent. Ah ouais? Mais oui, parce que vous chantez en disant... Enfin, comme les enfants qui ne savent pas chanter chantent. Moi, je me suis rappelé parce qu'on est comme ça, on chantonne, et puis on se raconte des histoires, on dit « Ah là, et puis je prends la bouteille d'eau, et puis je me Les balade. » gens, ils vont pas venir à l'Olympia là, si tu m'imites comme ça. Non, mais c'est pas dans cette forme-là. Mais vous voyez ce que je veux dire? Non, mais ça me touche. Ou vous voyez pas? Je vois parce qu'en plus, en réalité, cette chanson, je l'ai écrite pour quelqu'un d'autre, pour la première pièce de théâtre que j'ai écrite qui était Gilda à une petite table et qui fait vivre plein d'autres clowns. Et il y avait un clown qui, lui, n'arrivait pas du tout à s'exprimer et qui, à un moment, chantait cette chanson. Et il était assez jeune. Donc, ouais, ça me touche. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas couplet-refrain. C'est une histoire qui déroule et qui... Ouais, y a c'est quand quoi même les paroles de cette chanson? C'est parfois j'ai mal au ventre, comme s'il y avait un tout petit être qui passe, doté d'une force immense, qui s'amuserait à changer les meubles de place, et qui dit attention, perds pas l'équilibre, attention, perds pas l'équilibre. Mon estomac serait la bibliothèque. Attention, perds pas l'équilibre. Je décris un peu tous les organes comme des objets de la maison. Ah ouais.
Ouais. Vous chantiez comme ça. Je sais pas, moi je me suis dit, tiens, j'ai l'impression que j'entends la voix d'un enfant qui se promène dans son corps et que... c'est trop joli parce que moi j'imagine tout le spectacle comme un rite de passage et ce morceau c'est l'enfance. Donc c'est super. Ouais. Ouais. Il n'y a pas que ça dans ce spectacle. C'est tout. Alors vous dites que c'est plein de présences qui se retrouvent en vous, qui se rejoignent, qui s'expriment. Ouais. On va essayer de vous croire. Oui. Mais tout ça, c'est pas forcément... Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je sais pas. Après l'enfance, il y a l'adolescence. Donc, il y a une chanson qui s'appelle Utopiste, qui est un peu plus ce moment où tu as envie de changer le monde. Et en même temps, tu te poses des questions existentielles simplissimes et profondes, comme est-ce que les temps changent vraiment ? Est-ce que les gens changent vraiment ? Et donc, c'est une conversation entre deux femmes, une il y a 3000 ans, une maintenant, etc. Puis après, il y a Perséphone qui s'invite dans l'histoire pour figurer l'emprise et qui, pour moi, se situe au moment où tu sors de l'adolescence et tu rentres dans l'âge adulte, mais tu ne sais pas vraiment encore. Et l'adulte que tu vas devenir, peut-être il va se former avec les épreuves que tu vas prendre dans la tronche. Ce que je veux dire, c'est qu'il est très construit, votre spectacle. Il l'est, ouais. Il est très, très construit, mais on a en même temps, grâce à votre énergie, votre vitalité et vos artifices, l'impression que chaque chanson jaillit comme ça, spontanément. Trop bien. Parce qu'il faut dire que vous êtes accompagné de 2 musiciens qui sont formidables aussi sur scène. Ouais, Mathias Durand et Zé Luis Nascimento, ils sont extraordinaires. Et tous les arrangements sont d'une grande richesse. Merci beaucoup. Ouais, vraiment, c'est très très beau. Alors on suit cette histoire et vous aimez bien nous prendre par la main, quoi. Vous aimez bien le contact avec le public, vous nous sollicitez. Et je trouvais qu'on chantait pas mal aujourd'hui. Ah ouais, carrément. Hein ? Ouais, carrément. Dijon, ils chantent bien. Hein ? Ouais, mais en fait, dès que... c'est assez simple, je sais pas, ça chante toujours comme ça, je suis toujours surprise. Ah vous avez du talent pour nous entraîner, parce que moi je chante jamais dans les spectacles, mais là trop bien. J'étais trop contente de pouvoir chanter. Si vous n'êtes pas là, je n'existe pas, j'existe dans vos yeux. Et voilà. Oui, c'est sûr. Et vous avez une manière d'être un peu comme une petite déesse incantatrice. Vous nous tendez, et c'est aussi vos facultés de danseuse et de comédienne là, qui font que ce tour de chant se transforme en un cabaret multi... Non, c'est pas ça qu'on dit, on dit pas échangiste, parce que transformiste. Il est trop tôt là pour dire ça. Un cabaret transformiste. Ouais, j'adore. C'est vrai que ça fait très cabaret en fait. Trop bien. Ouais, ça vous plaît quoi, donc vous êtes d'accord? Ouais. Il n'y a pas longtemps, j'ai été invitée par un super cabaret qui s'appelle le Cabaret de Poussière, fondé par Martin Dust. Et dans les loges, je me suis souvenue que j'avais grandi avec une maman qui était meneuse de revue. Et donc, en fait, j'étais souvent dans les loges de cabaret. Là, c'était un cabaret brésilien. Et je me suis souvenue comme j'aime trop cette ambiance. Ah oui, ça se voit. Et tout est possible. Ouais. C'est à la fois très chaleureux et en même temps très violent, parce que souvent ce sont des gens qui ont un rapport à la performance qui est vitale. Et du coup, il faut faire attention. En plus, on est à poil sur scène, tu vois, donc c'est un peu violent. En même temps, c'est très brillant. Et puis le cabaret, c'est aussi le milieu du cirque. Il y a des agrès qui peuvent être dangereux. C'est un autre rapport, tu vois, à l'instant présent. Les loges sont petites en plus, on est entassés. Il fait chaud, on se pique des affaires. Et en même temps, on se dit non, mais ça va pas, ça c'est mieux. Enfin, ah ouais, ça m'a fait vraiment plaisir de retrouver ça. Ouais. Et il n'y a que la vérité qui est tolérée. Où ? Dans cette ambiance. Au cabaret ? Ouais. Et moi, je ne tolère que ça d'ailleurs. D'accord. Ouais. J'aime pas les petites conversations, ça m'ennuie vite. C'est clair, entendu. Au suivant. Merci beaucoup, Gilda, d'être venue nous avoir rejoints. On poursuit notre émission Radio en mai avec toute la troupe ici présente du spectacle Sans Ulysse. Radio en mai. La radio du festival.
Sans Ulysse, c'est le spectacle écrit, mis en scène par Liora Ajakoté, écrit également avec son complice de quelques spectacles, Pascal Césari, qu'on trouve sur scène également, accompagné avec les deux autres comédiennes, Caroline Arroise, qu'on a vue en début de festival pour son spectacle Dora et Franz, et puis Cécile Bournet. Bonsoir, bienvenue. Sans Ulysse. Alors, le principe est simple. Vous me le dites en quelques lignes, on va voir ensuite comment vous avez construit tout ça et comment vous faites. En gros, c'est parti d'un livre que ma mère était en train d'écrire juste avant de mourir, qui porte ce même titre, Sans Ulysse, et dont il n'existe qu'un seul paragraphe. Et dans le spectacle, l'idée, c'est que moi, Liora, j'ai apporté toutes mes archives, notamment ce cahier, à un laboratoire un peu particulier qui s'appelle l'Agence nationale de la recherche cathartique, et qui, lui, est chargé de trouver des fins à des histoires qui n'en ont pas eu à l'aide de ces archives en question. Voilà. Et donc, il présente ce que elle et lui appellent une cérémonie restitutionnelle, qui est comme une sorte de petite pièce dans la pièce. Oui, donc là, on rigole déjà. Avec une gestuelle comme ça, très mécanique, très rétro-futuriste. Vous êtes tous les trois présents, des vestes de laborantins. On prend l'affaire très très au sérieux. Très au sérieux. Oui. Il y a quelque chose un peu de Jacques Tati, si on veut dire la gestuelle. Je sais pas, dites-moi vous, comédiens. Entre vous, qu'est-ce que... Oui, l'idée, c'était qu'on puisse avoir une espèce de caractérisation de ces laborantins. Déjà, on leur a donné cette fonction-là pour nous aider à nous repérer. C'est-à-dire quand est-ce qu'on est dans les laborantins, quand est-ce que les laborantins jouent d'autres personnages et à quel point leurs caractéristiques de laborantins transpirent lorsqu'ils jouent d'autres personnages. Et là, on est très amusant à faire. Dans un modèle, une présentation comique. On rigole tous. Ça va pas durer. Non. Ça va pas durer. Parce que vous amusez, vous, et Liora Ajakoté, à changer en permanence le style de théâtre que vous proposez, tout en suivant votre histoire. Donc, il y a ce manuscrit, il y a 3 phrases, mais au centre, quand même, il y a une histoire tragique. Oui. Vous pouvez rapprocher le micro. Mince. Pascal Césari. Oui, une histoire tragique, mais qui est une histoire en fait qui est réelle. Donc cette fiction des laborantins, elle vient comme permettre par l'humour, de se détacher de ce qui peut être sombre a priori et de laisser peut-être plus de place aux spectateurs de ressentir l'histoire. Donc le sombre. Le sombre, c'est l'histoire de ma mère qui donc a attendu pendant 10 ans le retour de mon père, voilà, parce qu'elle espérait que leur histoire d'amour allait reprendre et ce retour n'a jamais eu lieu. Donc oui, et c'est pour ça, d'où Sans Ulysse, d'où la figure de Pénélope qui est jamais citée, si je ne m'abuse, directement à l'intérieur du spectacle, mais qui est personnifiée par ma mère, Shoshana, c'est son prénom, et qui est jouée alternativement par Cécile et Caroline. Oui, parce qu'à partir de là, on va avoir un défilé de théâtre différent. Alors là, après, ça part. Vous êtes à l'avant-scène, à l'arrière-scène, il y a du théâtre de marionnettes, du théâtre d'ombre, il y a presque du théâtre... entre le péplum et l'épopée classique, homérique, oui. mais fantasmé. Donc c'est un faux péplum. Donc à un moment, à qui aura un casque ou à qui aura une cape de pluie pour jouer le magicien. Puis après, Pénélope arrive vêtue de rideaux. Donc c'est un peu comment eux, dans leur laboratoire bizarre, s'imaginent reprendre cette histoire-là. Voilà, comment ils se sont mis d'accord pour cette cérémonie-là, pour restituer l'histoire de Liora, quoi. Oui. Et peut-être qu'il y a une autre cérémonie, ils feront différemment. Mais là, ils ont vraiment choisi de raconter cette histoire de cette manière-là. Oui, mais vous allez vraiment dans tous les sens du théâtre possible. Mais c'est surtout aussi, je pense que
plutôt que de parler peut-être de genre ou de différents, ce qui est, je trouve, bouleversant, c'est que ces laborantins, et au fond, nous, toutes qui sommes là, c'est une espèce de foi dans un pouvoir de la fiction. Et que donc, même le fait que ça démarre par une fiction, puisque ce manuscrit, c'est déjà quelqu'un qui laisse des phrases en suspens, c'est presque comme une espèce d'alchimie. Quand on lit une chose qui n'est pas terminée, notre cerveau se met en ébullition. C'est déjà magnifique. Et puis même le titre Sans Ulysse, ça fait référence à la fiction absolue, le mythe, en tout cas occidental, partagé par tous. Et donc ce besoin et cette croyance au fond de se dire que par la fiction pourra advenir quelque chose de l'ordre de la consolation. Moi déjà je trouve que c'est sublimissime comme projet, c'est pour ça que je suis très contente d'être là pour le jouer, mais aussi je pense que c'est ça qui est le fil conducteur et que donc la fiction elle peut être protéiforme parce qu'au fond elle est portée par des gens qui y croient, ces trois laborantins quoi. J'avais une autre analyse. Ah mais allons. Pas une analyse, soyons modestes, une autre vision. Parce qu'à un moment donné, donc vous évoquez donc aussi un peu, vous allez un peu à la recherche de votre mère, qui par ailleurs est décédée sans avoir revu ou à peine Ulysse, et vous demandez à un docteur si on peut mourir d'amour. Oui. Est-ce que votre mère qui est décédée est-elle morte parce que Ulysse n'est pas revenu? Oui. Et le docteur lui répond, parle de votre mère et évoque le fait qu'elle est une mosaïque de personnalités. C'est très très beau d'ailleurs ce passage. Et alors moi je me suis dit que peut-être que les éventuels éclats différents qu'on voyait du spectacle, c'était précisément en creux un portrait de votre mère qui avait différentes sensibilités, différentes manières d'être, et que c'est pour ça qu'on traversait aussi des formes, formellement un théâtre qui change aussi dans ses formes. Oui, complètement. Mais pour le coup, je n'ai pas l'impression que les deux analyses se contredisent. Elles se complètent, en fait. Donc oui, je suis d'accord tout à fait avec... Non, mais c'est ma perception, parce que c'est vrai qu'on peut être déboussolé par la vitalité de votre jeu, les changements de rôle, et puis cette cabane comme ça, très rétro-futuriste, qui se transforme aussi, et esthétiquement c'est très joli, parfois en tableau pictural, parce qu'il y a un voile, il y a toujours un fond dans votre théâtre. C'est presque un théâtre de magicien. Il y a un double fond. Oui. Ça truc. Bah oui, mais parce que c'est aussi un spectacle qui est une sorte d'ode au théâtre. Enfin, je veux dire, ce fond, c'est aussi un petit théâtre à l'intérieur du théâtre. Et je trouve que... Enfin, moi, j'aime toujours me poser la question, même quand on travaille à partir d'archives documentaires. En plus, aujourd'hui, on a beaucoup d'images, beaucoup de sons. Et je pense que c'est la question que tout le monde se pose. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que le théâtre apporte de plus, en fait? Pourquoi est-ce que j'ai pas fait un film où je serais allée voir toutes ces personnes pour en parler? Ce qui aurait tout à fait été possible. Mais là, il y a quelque chose justement aussi de sa fantaisie à elle, que personne ne connaît à part moi pour le coup, mais qui ressort à l'intérieur de ça. Qu'on imagine en tout cas, à travers le corps des autres comédiens. Oui. Et en effet, elle est du coup très vivante. Il n'y a que Ulysse qui est quand même parti assez loin, quoi. Reviendra-t-il? Ça, dans la pièce, vous évoquez, mais c'est vrai que le but n'est pas finalement de raconter votre vie. Ah non, pas du tout. C'est pas du tout ça, ni la vie de votre mère, ni... mais c'est une question, je me dis, que vous avez... que vous êtes posé, vous. Parce que vous avez dû vous demander pourquoi votre mère attend toujours. Et on entend aussi beaucoup cette question-là. Vous savez pas, vous n'avez pas la réponse. Non, mais d'ailleurs, je pense que d'une certaine manière, je singe aussi un tout petit peu mon personnage de fille qui est très fâché contre sa mère, qui est très fâché contre son père, qui veut absolument trouver des réponses. Enfin, et là-dedans, je pense que c'est aussi pour ça, j'espère qu'on peut aussi se reconnaître à cet endroit-là de la fille. Et que, je suis contente aussi que vous disiez, vous voulez pas raconter votre histoire. Parce que c'est aussi un prétexte d'une certaine façon, et tout ce dispositif du laboratoire, il sert non seulement, certes, à mettre à distance aussi, à pas être tout de suite dans le pathos, bien que je crois pas que ça n'empêche l'émotion, mais ça sert aussi à dire c'est moi, mais c'est pas moi, c'est moi, c'est mon histoire, mais ça vous appartient aussi à vous, public, et faites-en ce que vous en voulez, quoi, aussi. Alors là, je m'adresse aux comédiens. Qu'est-ce que
qu'est-ce qu'ils vous demandent comme qualité, comme capacité, comme écoute? Parce que ça bouge beaucoup, c'est un spectacle qui est très rythmé. Il y a un rythme incessant. Alors, rentrons dans une scène, voilà. Rentrons dans une scène de théâtre avec vous. Décrivez peut-être, Pascal, Caroline ou Cécile, un des moments où il va falloir leur travailler une fois, ou au contraire, c'était particulièrement bien réussi. Ouais, alors moi j'ai la première chose qui me vient, mais je ne sais pas si je réponds exactement à la question, mais c'est plus l'endroit justement de l'émotion. C'est-à-dire que ce que je trouve très beau, c'est que d'avoir ce petit filtre supplémentaire d'être les laborantins. Ce que j'ai par exemple compris hier, c'est de me dire que quand ils commencent à jouer, ils ne savent pas encore que ça va les choper. Et ce n'est pas professionnel d'être chopé par l'émotion, parce que ce n'est pas comme ça que s'effectue une cérémonie restitutionnelle. Et au même titre que, je ne sais pas, un pasteur ou un prêtre ou n'importe qui officie à un enterrement ne se met pas à pleurer quand il raconte la vie du défunt. Donc voilà, et que d'ailleurs même l'humour n'est quand même pas forcément conscient non plus. Donc c'est un état de jeu où il faut quand même, en tant que comédien intérieurement, laisser venir du sensible, de l'émotion, de l'humour, mais que la personne qui joue, ce sont les laborantins, et eux, non, ne sont pas à cet endroit-là. Cécile? Moi, je dirais pareil. Je pense que c'est pour nous une traversée, qu'on est toujours un peu ballotté sur des parois un peu glissantes, quoi. Enfin, voilà, qu'il faut... on ne peut pas être installé. Enfin, il y a tout le temps des moments où on passe du rire aux larmes, enfin, voilà, il y a quelque chose qui est tout le temps en mouvement, qui est hyper beau, à laquelle moi je ne m'habitue jamais. En tout cas, même on l'a pas joué beaucoup, mais je pense qu'il y a une certaine, comme ça, ça quand même chamboule quoi, ces thématiques quoi aussi, hein, l'attente de l'être aimé, la disparition. Moi, je sais que voilà, ça me fait quelque chose, quoi, tout le temps. Et j'aime, je pense, dans mon métier d'actrice, je pense que cette pratique du grand écart, c'est-à-dire... Oui, là, il est. Il y a une scène, en fait, vous êtes un collant rouge, là. Oui, quelque chose qui... Enfin, ça ne nous laisse pas en repos, quoi. Enfin, voilà, donc c'est bien. Il y a Perceval, le personnage qui me regarde en me disant « Tu vas quand même pas me poser cette question-là ». Oui, donc je ne vous la pose pas. Non, mais c'est compliqué parce que effectivement, et puis en tant qu'acteurs qui jouons des laborantins, qui jouent eux-mêmes des scènes qu'ils ont inventées, c'est quand même bizarre parce que c'est pas ce qu'on fait d'habitude. Et là, il y a quand même un peu peut-être l'idée de recréer un spectacle de fin d'année du club théâtre, par exemple, mais tout en essayant de rendre les choses très très concrètes et très très vraies, quoi. Donc je dirais c'est à la fois un peu jouer un peu moins efficacement et bizarre, enfin jouer un peu plus bizarrement, et puis réussir quand même à raconter cette histoire de leur point de vue, donc avec la fragilité qui les caractérise. Donc, ouais, et puis les changements de costumes, et puis l'épopée, quoi. Ça, c'est quand même génialissime à jouer, quoi. D'un coup, si on se dit, on peut enfin... c'est comme on se dit, ah ouais, on va faire un spectacle où on pourrait jouer comme dans la fausse cour d'honneur. Et donc, c'est « Je vous quitte, mamie ». De jouer au premier degré, ça, moi, c'est ça que j'aime beaucoup là-dedans. Oui, il y a un potentiel comique second degré et cette émotion qui est toujours présente. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus nous raconter un peu sans Ulysse, l'Urage à côté, Pascal Césari, Caroline Arroas et Cécile Bournet. Et c'est ainsi que s'achève Radio en Mai, 4e émission. Ici, théâtre, salle Jacques Fournier. On remercie évidemment tous les artistes qui sont venus, malgré la fatigue, nous rejoindre, nous présenter leur travail, malgré les questions parfois qu'il aurait fallu quand même un peu améliorer, mais on y arrivera peut-être mieux une autre fois. Je remercie donc toutes les équipes, vous, et puis évidemment toutes les équipes du TDB, Lisa Valentin qui s'est particulièrement bien occupée de nous,
mais aussi évidemment Milena Noiro, Claire Guèze et Maëlle Poésie qui ont eu l'idée de cette radio et on est bien content de la partager avec vous. Et oui, je tiens à remercier également Anthony Dascola et Aroussa Dusselier. Remercier aussi le bar, la cantine qui nous ont régalé pendant tout ce festival. Merci énormément, merci beaucoup. Merci également à Bertrand et Géraud qui ont assuré d'une main de maître cette régie générale. Radio en mai 2026, c'est fini. On retrouve tout ça sur le site du TDB grâce au travail de Victor. C'est un projet, donc imaginé, comme je l'ai dit, imaginé et produit par le Théâtre Dijon-Bourgogne en collaboration avec Making Waves.